Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, monsieur le recteur, madame la vice-chancelier, madame la vice-présidente du Conseil régional, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Ce colloque que nous accueillons aujourd'hui au Collège de France est le troisième organisé sous le patronage du Président de la République, lequel nous fera l'honneur de participer cet après-midi à une table ronde sur le réchauffement climatique dans la perspective de la conférence COP21 qui se tiendra en décembre à Paris, comme vous le savez. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude au personnel qui contribue dans les coulisses à l'organisation de ces réunions et qui met tout en œuvre pour leur succès, au moins sur le plan technique. On n'a peut-être pas assez souligné, à mon sens, combien la globalité du phénomène climatique oblige à prendre collectivement en compte tous ces aspects sociologiques, économiques, culturels, anthropologiques, politiques et scientifiques au niveau de l'entièreté de la planète. Cette globalité nous confronte immédiatement aux profondes inégalités entre régions du monde. Pour ne prendre que le seul exemple du bilan carbone, évidemment lié au niveau de développement économique, nous savons pertinemment que certains pays consomment par habitant entre 5 et 10 fois plus que la moyenne, quand d'autres sont très en dessous de cette même moyenne. Dans ces conditions, au niveau mondial, calculé par nation ou par habitant, ne conduit pas aux mêmes conclusions quant au partage des responsabilités et à celui des mesures à prendre. Une autre inégalité est, au sens strict du terme, cette fois-ci géographique. C'est l'évidence. Dans quelques années, quelques dizaines d'années, même si la gouvernance collective du monde limite l'augmentation de la température à 2 degrés Celsius, ce serait déjà beau, certaines régions seront durement affectées et nous assisterons à des exodes climatiques, des migrations qui déjà pointent ici ou là et n'annoncent rien de bon pour la vie démocratique ou pour la paix, si les réponses relèvent de réflexes animaux de lutte pour l'espace vital. Des indications récentes, en Europe même, peuvent faire craindre le pire. Il est possible que ces effets politiques se fassent sentir bien avant les quelques 50 ans qui peuvent paraître si éloignés. C'est pourtant demain, pour ne pas parler de ceux dont la seule philosophie se résume en « après moi, le déluge », si j'ose, parlant de réchauffement climatique. Mais nous ne sommes pas, n'en déplaise à certains, des animaux comme les autres. Et nous pouvons encore espérer que la raison l'emporte. Grâce à ce cerveau extraordinaire, qui est la marque de notre espèce, il nous permet d'anticiper et de travailler ensemble pour que les humains non seulement survivent, mais le fassent dans des conditions les moins inhumaines possibles. Anticiper, cela signifie qu'après avoir pris conscience du phénomène de réchauffement climatique et avoir accepté notre responsabilité d'espèce, origine du terme anthropocène, proposé pour nommer cette nouvelle ère géologique, nous mettions tout en œuvre pour limiter les dégâts dans tous les domaines, voire insuffler un dynamisme nouveau à l'aventure humaine encore si récente à l'aune de l'histoire du vivant. Il appartient à la réflexion collective d'élaborer les scénarios, de proposer des solutions philosophiquement acceptables, il y en aurait d'inacceptables, nous y avons fait allusion, et de les mettre rapidement en œuvre. En cela, nous serions éminemment humains, puisque depuis son origine, l'Homo sapiens, apparu dans des conditions environnementales hostiles et dépourvues d'armes naturelles, telles les crocs et les griffes, n'a dû sa survie qu'à l'invention de règles sociales et à une créativité technique extraordinaire. Il n'appartient qu'à nous que dans les siècles qui s'annoncent, notre espèce évite de passer par un goulot d'étranglement qui diminuerait dramatiquement sa population et qu'elle préserve son occupation raisonnée de cette toute petite planète, grain de poussière, perdue dans le cosmos. Face à une évolution du milieu qui, de par notre propre activité, semble pouvoir nous prendre de vitesse, il nous faut nous-mêmes évoluer intellectuellement et techniquement et accélérer l'évolution adaptative de notre milieu. Ce qui signifie prendre les décisions
qui permettront de contenir le réchauffement de la planète, voire le faire régresser, en modifiant nos modes de consommation, de production et de stockage de l'énergie. Ce qui veut aussi dire accélérer l'évolution du milieu naturel en utilisant notre inventivité scientifique pour promouvoir l'adaptation des plantes et des animaux. Faute de quoi, la nourriture viendra à manquer sous certaines latitudes, pour ne rien dire de l'apparition de nouveaux agents pathogènes générateurs de possibles épidémies. Non sans conséquences sur les phénomènes migratoires et la lutte pour l'espace vital dont je viens de rappeler que nous pouvons craindre le pire. Si je souligne cette question de l'adaptation du milieu, derrière laquelle on verra à juste titre une défense de l'évolution expérimentale par manipulation génétique, outil d'une adaptation accélérée et raisonnée des espèces, c'est parce qu'elle ne sera pas traitée aujourd'hui, je le regrette, et parce qu'elle va à l'encontre de cette idéologie de la nature qui semble un recours à certains, mais dont je pense personnellement qu'elle porte en elle un risque réel de barbarie. C'est dans ce contexte que je suis heureux d'ouvrir ce troisième colloque en accueillant M. Thierry Mandon, le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, comme ses équivalents dans les autres pays, cache, sous un nom modeste, une structure essentielle pour que soit analysé ce phénomène de réchauffement et que les solutions pour en limiter les conséquences soient inventées. Il est en effet illusoire de croire que nous nous en sortirons honorablement sans qu'un effort massif soit fait au niveau international en faveur de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Ce sont des scientifiques, faut-il le rappeler, qui, grâce aux modèles développés, ont permis de mettre en évidence ce danger. Et s'il y a eu un débat, qui peut parfois se prolonger ici ou là, cela est dans la nature même du travail scientifique, qui toujours fait place au doute et à la discussion. Mais à vrai dire, on ne peut plus nier aujourd'hui l'essentiel. Oui, la température va augmenter. Oui, les humains en portent une part importante de responsabilité. Et comme toujours, depuis que notre espèce est apparue, ce sont l'imagination et l'invention qui doivent apporter des solutions, et il n'y a plus trop de temps à perdre. On doit donc se désoler de constater que dans presque tous les pays où la science constitue une activité culturelle et sociale importante, et là encore, il existe d'importantes inégalités en faveur des pays industrialisés, la puissance publique a par trop négligé ses investissements dans la recherche, surtout dans sa part fondamentale. Il existe des exceptions, comme l'Allemagne, la Suisse ou la Corée du Sud, mais cela est loin d'être suffisant et de mauvais augure pour ceux qui n'ont pas fait ce choix parce que leur énergie est accaparée par des objectifs à court terme. Certains claironnent que nous avons toutes les solutions et qu'il n'y a plus qu'à les appliquer. Mais cela est faux. Ce colloque le montrera sans doute. De façon plus importante encore, nul n'est en mesure de deviner ce qu'une recherche fondamentale libre et suffisamment financée pourrait apporter comme solution nouvelle, son destin étant de produire de l'imprévisible. Par exemple, qui peut prévoir aujourd'hui ce que la connaissance du microbiote, ces milliards de bactéries qui habitent notre intestin, peut nous apporter en manière de compréhension du processus de nutrition, dont nous avons déjà souligné l'importance pour la survie des populations qui habitent les régions en première ligne quant aux effets du réchauffement climatique. D'autres diront qu'il est déjà trop tard, qu'il faut se concentrer sur les économies d'énergie ou sur un contrôle malthusien de notre occupation du globe. Je le concède, 50 ou 100 ans, cela peut sembler un peu court. Il suffit de se retourner sur notre histoire pour constater que son tempo n'est pas linéaire. Le 18 mars 1906, Traian Vuia, aviateur roumain dans la plaine de Montesson, à proximité de Paris, juché sur un étrange aéroplane, parcourt une distance de 12 mètres à une altitude d'1 mètre. 63 ans plus tard, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune. Mazette, quel bond! Toutes choses égales,
Monsieur le ministre, vous pourriez vous inquiéter du peu de temps qui vous reste, dans le contexte de cette présidence, pour laisser votre marque et nous redonner du souffle. Mais en ce peu de temps, beaucoup peut être fait, et nous avons confiance en celui qui, 15 années durant, a présidé avec succès le biocluster Génopole, aujourd'hui présidé par Isabelle Tisse-Saint-Jean, pour convaincre notre gouvernement de l'importance symbolique, économique et politique d'une recherche libre et correctement financée. À Lisbonne, en l'an 2000, les pays européens s'étaient fixé l'objectif, à l'horizon 2010, d'investir 3% du du produit intérieur brut en recherche et développement. Puis-je faire respectueusement remarquer aux responsables politiques que, partis du pourcentage de 2,25%, nos amis allemands sont en passe de dépasser cet objectif de 3%, quand nous n'avons pas décollé l'aéronautique encore des mêmes 2,25% de départ. Bref, s'il fallait une formule pour conclure, elle serait tout simplement connaître ou disparaître. Formule que je crois valable pour les nations comme pour les espèces, sauf à accepter pour cette dernière de vivre dans des conditions qui ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons de l'humain. Sur ce, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous remercier encore d'être présent parmi nous. C'est un honneur que nous savons apprécier et, comme tous ici, je me réjouis de vous entendre. Monsieur l'administrateur, messieurs les ambassadeurs, monsieur le recteur, madame la vice-présidente de la région, mesdames, messieurs. Monsieur l'administrateur, votre discours m'a touché, je le crois juste, pertinent. Je voudrais commencer, après vous, rappelant le rôle essentiel de la recherche fondamentale. En effet, on pourrait penser, dans le moment que nous vivons, que l'urgence impose de se concentrer sur la recherche finalisée. Ce serait faire fausse route. La recherche finalisée n'est rien, ici je n'ai pas besoin d'en convaincre ceux qui sont dans cette salle, sans recherche fondamentale. Il est du devoir des responsables politiques de s'en souvenir, de la soutenir, même si notre temporalité est bien plus courte que la vôtre. Sans des institutions qui s'engagent dans la durée, nous n'aurions pas pu établir scientifiquement le réchauffement climatique, en comprendre les origines, imposer sa réalité peu à peu comme une évidence que quasi nulle ne conteste désormais, et identifier des issues. Il faut rendre hommage à la science, à la recherche fondamentale, à ce que nous lui devons. Et je veux saluer la rigueur, la patience, l'exigence avec laquelle de très nombreux dans cette salle ont mené leurs travaux de recherche. Et votre engagement dans la durée est toujours aussi indispensable. Et cet événement sera plus qu'un événement, c'est la matrice d'une prise de conscience, mais surtout d'un état d'esprit. Un état d'esprit durable. Vous êtes à la fois les gardiens du temps long, vous, chercheurs, et ce faisant, vous en êtes aussi les artisans. Vous pouvez compter sur mon soutien du plus profond de mes convictions pour soutenir toute la science, de la plus fondamentale à la plus appliquée, sans d'ailleurs en sacrifier une branche, parce que nous avons besoin de toutes les sciences, j'y reviendrai. Mais avant, puisque vous m'avez lucidement interpellé sur les questions que finalement je me pose depuis le premier jour où ces responsabilités m'ont été confiées, et sur l'objectif de financement des dépenses de recherche et développement en France, et vous avez pointé à juste titre que l'effort doit être plus important encore, que d'autres pays ont progressé plus que nous. C'est vrai, c'est malheureusement vrai. Il faut bien sûr en affiner l'analyse. Et par exemple, si l'on peut constater que notre niveau de financement public de la R&D est voisin de celui de l'Allemagne,
Le volume global mine ne l'est pas, car, et probablement ce sera une des interpellations de votre journée, même s'il faut toujours s'interroger des efforts supplémentaires que la nation doit faire en direction des efforts publics que la nation doit faire en direction de sa recherche publique, surtout au moment où on lui donne des mandats nouveaux. Il faut aussi interpeller les autres acteurs de la société, et notamment les acteurs économiques, qui en France ne sont pas à la hauteur de l'engagement qu'ils devraient avoir en matière de recherche et développement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans les mois prochains, une des priorités d'action du ministère que nous avons réorganisée pour être le plus efficace possible sera de faire entrer beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui des jeunes docteurs dans les entreprises, tant je suis persuadé que l'entrée des jeunes docteurs dans les entreprises contribuera à la diffusion de l'importance de la science, de l'importance de la recherche, et permettra de combler une partie du gap que vous avez avec raison souligné. Puis l'autre question qui, là, pour le coup, nous interpelle, nous, pouvoir public. Depuis une dizaine d'années, nous avons développé énormément de dispositifs incitatifs et des moyens financiers considérables, notamment par la mobilisation de ce qu'on a appelé le grand emprunt, le commissariat général à l'investissement désormais, pour soutenir l'innovation, pour encourager ce mouvement de développement de la recherche dans les entreprises et d'élaboration de nouveaux produits. Ces résultats doivent maintenant faire l'objet d'une évaluation précise, à l'aune non seulement de ce qu'ils ont produit ici, en France, dans notre pays, comme engagement supplémentaire des entreprises, mais aussi à l'aune du juste retour que la science est en droit d'attendre des progrès qu'elle fait faire, des innovations, des nouveaux produits qu'elle permet de créer, mais finalement qui doivent, en tout cas dont les ressources qui en sont tirées doivent utilement contribuer à financer mieux nos laboratoires publics et à créer le ressourcement sans lequel la science n'avance pas. Votre formule, monsieur l'administrateur, connaître ou disparaître, c'est donc une forme de guide de l'action du gouvernement. Le gouvernement, vous l'avez vu, je ne suis pas là pour le rappeler, le président de la République le fera peut-être plus tard dans la journée, est tout entier mobilisé par la COP21, mais même avec une énergie absolument sans précédent et une stratégie, une méthode pour faire en sorte qu'enfin l'humanité, qui est une collection de nations, décide à l'unanimité d'objectifs contraignants pour les années qui viennent en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cette mobilisation est essentielle. Jean Jaurès disait de la science qu'elle est notre patrimoine commun. Et la COP21 est l'occasion pour toutes nos sociétés d'en prendre conscience, de comprendre l'importance des chercheurs, de donner et de reconnaître leur rôle et leur place. Dans ce rendez-vous, vous avez joué un rôle crucial. C'est vous qui observez, mesurez, calculez, modélisez depuis plus d'un siècle. C'est vous qui avez permis la prise de conscience mondiale. C'est vous qui imaginez des solutions pour que nous évitions le pire. Je pense à la transition énergétique, à la chimie, aux batteries, aux différentes formes d'énergie renouvelable. Mais on oublie peut-être trop souvent, ce n'est pas votre cas, que la solution n'est pas et ne sera pas seulement technologique. Le réchauffement climatique étant lié à l'homme, les sciences humaines et sociales sont absolument déterminantes. Le droit, l'économie, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, sans oublier bien sûr la philosophie, doivent nous guider dans cette nouvelle relation que nous devons construire avec la nature, dans la manière de penser l'action collective à partir des gestes individuels. Le programme de cette journée, de ce point de vue-là, est remarquable. Les 3 dimensions qui le structurent esquissent une vision globale des enjeux de la COP21. Je veux en remercier les organisateurs, et en particulier les scientifiques d'exception qui y participent et l'animent, comme Édouard Barre, Jean-Marie Tarascon, Philippe Descola et bien entendu l'administrateur Alain Prochiance. Je veux profiter de cette ouverture pour vous dire très brièvement le fond de ma pensée. Nous devons entrer, en France tout particulièrement, dans un nouveau mode relationnel entre les scientifiques et les politiques. On a cru dans le passé au gouvernement des hommes par la science. Bonne partie de l'histoire du XIXe siècle, finalement, en est l'illustration. Ou, plus récemment, par la technocratie, qui est, de mon point de vue, la pire des sciences, puisque c'est la science de l'ordre. C'était une illusion. La politique relève de choix complexes.
Et le fondement de la République, c'est bien la désignation de représentants qui ont la légitimité de faire des choix collectifs. Mais ces choix doivent reposer, aujourd'hui plus que jamais, sur l'éclairage des chercheurs, c'est-à-dire ceux qui rendent lisible la réalité. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je travaille, là encore, à l'entrée de docteur, cette fois dans la haute fonction publique, pour que l'esprit de la science, de la méthode, de l'esprit critique positif s'y diffuse. Pour que ce nouveau rapport fonctionne, il faut que les chercheurs acceptent de s'y prêter. Je me réjouis que vous ayez clairement répondu présent à cette sollicitation, peut-être même l'ayez légèrement devancée. D'ailleurs, de nombreux grands chercheurs français sont aux avant-postes de la recherche mondiale sur le climat, et je sais que plusieurs d'entre eux sont présents aujourd'hui, saluant à cette occasion tous les chercheurs membres du GIEC, en particulier Jean Jouzel, qui, je crois, s'est excusé aujourd'hui, et Valérie Masson-Delmotte. Ce qui se déroule sous nos yeux au niveau scientifique est la rencontre de deux temporalités, celle du temps long, indispensable pour la science, c'est les sciences du climat en particulier, et celle du temps court, très court. Nous espérons et nous faisons tous les efforts pour cela, pas trop court, c'est l'enjeu de la COP 21. Le fait que ce colloque ait lieu ici, au Collège de France, est à cet égard plus que symbolique. Le collège est un mot issu du latin collegium, renvoyant à un ensemble, à un corps. Votre présence ici, aujourd'hui, dans cette grande institution française, c'est la marque de cette communauté scientifique qui fait corps et dont les membres se lèvent ensemble d'un même élan. Encore un mot pour conclure, m'acheminer vers ma conclusion. Au cœur de la COP 21, il doit aussi y avoir, plus que jamais, un enjeu pédagogique, un enjeu de diffusion des savoirs auprès de toute la société. C'est Mark Twain, je crois, qui disait que l'on ne se débarrasse pas d'une habitude en l'enflaquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Pour changer les comportements, pour construire de nouvelles habitudes, il nous faudra réussir ce défi de la qualité scientifique, mais aussi de l'information, ou plus exactement de la socialisation des connaissances. Je vous ai parlé il y a quelques instants, j'aurais pu vous parler il y a quelques instants du train du climat. Après avoir participé au lancement du train à la gare de Lyon, je me suis rendu dans un rendez-vous informel à Dunkerque où j'ai pu rencontrer ces formidables chercheurs qui ont été à l'initiative de cette belle démarche qui, finalement, par un train qui avait été spécialement aménagé, montrait aux Français la réalité du réchauffement climatique, les risques que cela comportait pour la vie et la planète et les esquisses de solutions qui s'en dégageaient. Ils m'ont dit combien les visiteurs de ce train avaient absolument besoin de s'informer, mais même sur des concepts que, ici, dans cette salle, vous jugez totalement basiques. Les gaz à effet de serre, le carbone, le réchauffement climatique lui-même. Ne sous-estimez pas le niveau de connaissance à acquérir par la société. Le Collège de France est un magnifique lieu pour évoquer ce besoin, puisqu'il abrite des laboratoires de premier plan mondial et en même temps ouvre ses cours à chacun. C'est d'autant plus important à l'heure où des prises de position publiques continuent à contredire les acquis de la science. Pourquoi je salue les établissements d'enseignement supérieur qui, de plus en plus nombreux, enrichissent leur formation par des éléments pédagogiques concernant le développement durable. C'est par exemple le cas des diplômes de DUT qui intègrent dans tous les parcours la question du développement durable. Il s'agit de former des citoyens et des professionnels responsables. Car finalement, et c'est probablement ce que vous verrez dans cette journée, la réponse aux défis que nous évoquons aujourd'hui tient aux techniques, à inventer, elle tient aussi au comportement, à changer. C'est Kant qui avait une devise « Tu dois, donc tu peux ». Nous y sommes. Nous y sommes. Encore faut-il, au-delà de la mobilisation de quelques semaines qui nous séparent de la COP 21, que cet impératif moral, que la volonté qui en résulte dicte les nouveaux comportements qui nous permettront de répondre à ce formidable défi de la lutte contre le changement climatique. Je ne doute pas qu'une initiative comme celle d'aujourd'hui nous donnera des nouveaux outils pour y arriver. Je vous remercie.